Ça ouvre des frontières et ça te fait remettre en question pas mal d'acquis. Les opportunités de travail sont vraiment top, surtout pour les jeunes, je trouve. Ça te fait gagner en expérience. C'est un défi de vivre ici. Il faut garder les yeux ouverts, quoi. Il faut garder les yeux ouverts sur le fait que tout n'est pas tout rose sur l'expatriation. Tu peux avoir ta copine, mais c'est juste sur les lieux publics, tu vas pas t'afficher. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Baptiste. Enchanté. Tu es né où? Je suis né à Cagnes-sur-Mer, en France, mais j'ai passé l'essentiel de mon temps et j'ai grandi du côté de Dax, dans les Landes. Et où est-ce que tu as fait tes études? J'ai fait Sciences Po à Bordeaux et j'ai fait un master en coopération internationale et développement avec un focus sur les pays du Sud. D'accord. Et pourquoi ce choix? J'ai commencé en faisant beaucoup de théâtre. J'ai été au conservatoire régional à Toulouse. J'ai eu un gros focus culturel et au moment du choix du master, il y avait ce choix de faire un master en management des affaires culturelles. Mais sauf que je me suis rendu compte que c'était un master qui faisait très franco-français et je me suis dit que j'allais un peu m'enfermer dedans. Quand tu vas faire un master qui est vraiment focus sur le truc qui te passionne, c'est-à-dire un master sur la culture, en fait, tu perds un peu en ouverture. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux faire du cinéma, je veux faire du cinéma, donc je fais un master de cinéma, je trouve que tu perds un peu en ouverture. Et alors que, par exemple, si tu faisais un master d'histoire, tu peux garder la curiosité sur toutes les choses autour de toi, etc. Donc, et j'avais peur, en fait, en me faisant un master de gestion culturelle, de rester vraiment très enfermé sur un côté très franco-français, gestion culturelle, et de perdre le côté artistique, rencontre avec les personnes, découverte des expériences, etc. Et je me suis dit que la fibre internationale pouvait être très intéressante. Du coup, j'ai choisi de faire plutôt un master coopération internationale et développement, qui avait une toute petite particule coopération culturelle, mais qui était vraiment très focus sur les thématiques de développement, humanitaire, coopération, etc. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis lancé. Et la fibre internationale comptait vraiment plutôt pas mal pour moi parce que mon papa a eu beaucoup d'expérience d'expatriation. Il a passé 2 ans au Togo quand il faisait son service de coopérant. Alors à l'époque, là aujourd'hui on a les VI. À l'époque, c'était les coopérants. Et donc, il a fait ça pendant 2 ans au Togo. Et puis ensuite, il a travaillé pendant 2 ans en Thaïlande, à Bangkok. Donc, quand on était gamin, avec mes 2 sœurs, il nous racontait régulièrement toutes ses expériences, toutes les conneries qu'il a pu faire, toutes les bêtises qu'il a pu faire à Bangkok. Quoi comme? C'est la vie d'un expat à Bangkok dans les années 90, avec la villa gigantesque, les soirées dantesques, les voyages extraordinaires, tout ce moment où en fait où tu vas prendre ton sac à dos et du jour au lendemain tu vas te dire je vais aller là, tu rencontres des gens, le contact facile, apprendre une nouvelle langue, etc. Ça ouvre des frontières et ça te fait remettre en question pas mal d'acquis. Et il nous a un peu transmis ça, ce goût de l'aventure. Ouais. Et donc du coup, je savais au moment de choisir mon master que l'international, j'allais, dès la fin de mes études, dès la fin de mon master, j'avais ce souhait de l'intégrer très rapidement dans mon parcours. Donc tu avais aussi envie de t'expatrier, en fait, de vivre aussi à l'étranger. Ouais, même si à cette époque-là, en fait, je ne savais pas vraiment ce qu'impliquait l'expatriation. Alors, moi, j'avais déjà eu une expérience à l'étranger. La plus longue que j'ai eue, c'était j'ai étudié pendant 1 an en Californie. C'était dans le cadre de Sciences Po. Tu avais une année de césure, une année de mobilité. Donc, j'ai étudié pendant 1 an à l'université de Santa Cruz, en Californie. Mais vu que c'était dans un pays qui était très occidental, il n'y avait pas de dépaysement, réellement de dépaysement. Donc, je gardais toutes mes bonnes habitudes de western et d'occidental. Donc c'était pas très dépaysant. Je savais que si je voulais essayer d'aller plus loin, il fallait que je fasse un peu comme mon père et essayer d'aller me frotter à des pays un peu plus Et ton père il travaillait okay. Ton père il travaillait en Thaïlande? Ouais. D'accord. Et après tes études, donc quand est-ce que tu es parti à l'étranger? En fait, j'ai fait ma première année de master en coopération internationale et développement et je me suis rendu compte très vite durant cette première année que si j'étais confronté aux thématiques de développement, de néocolonialisme aussi, d'humanitaire, qu'est-ce que c'est que la coopération, qu'est-ce que la coopération entre les pays du Nord et les pays du Sud, la coopération Sud-Sud aussi. Et je savais qu'en fait, si je voulais vraiment ressentir ce que c'était, il allait falloir à un moment donné que je mette les pieds dans le plat et que je tente l'expérience de l'expatriation. Et donc j'ai fait le choix de construire tout un dossier et un projet de une année de césure que j'ai réalisé au Cambodge
J'ai fait 6 mois de stage pour les conseillers du commerce extérieur pour la France, donc à travailler sur un aspect très coopération économique, business, les entrepreneurs français au Cambodge. Première expérience. Les conseillers du commerce extérieur pour la France, c'est, on va dire, une sorte de club de tous les entrepreneurs français basés dans tel ou tel pays, qui ont suffisamment d'expérience en tant qu'expatriés et qui sont rassemblés sur une base mensuelle, voire hebdomadaire, qui se rassemblent pour, d'un côté, conseiller le service économique de l'ambassade, l'ambassadeur, sur quel est le point de vue des entreprises françaises sur la situation économique du pays, etc., l'attractivité aussi. Et en parallèle de ça, participer à l'animation du réseau entre les entreprises françaises. Ils travaillent vraiment main dans la main avec la Chambre de commerce française. Et ensuite, j'ai fait le deuxième stage qui était vraiment exactement ce que je voulais découvrir. Avoir un premier pas dans la coopération culturelle, la diplomatie. C'était 6 mois de stage à l'Institut français de Phnom Penh, où j'ai pu vraiment commencer à découvrir tous les acteurs qui gravitent un peu autour des enjeux de coopération, donc l'Institut français, indirectement les alliances françaises aussi, le service de coopération d'une ambassade, l'ambassade en elle-même aussi. On a également les écoles françaises internationales, etc. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment découvrir tous les principaux acteurs de la coopération française. Ensuite, il a fallu que je revienne pour faire ma deuxième année de master. Oui. À cette occasion-là, j'ai fait un stage de fin d'études, étant donné que j'avais développé un bon réseau et un bon feeling autour de la coopération, de la diplomatie française. Donc j'ai décidé un peu de prolonger un peu l'expérience. Et j'ai fait mon stage de fin d'études à l'ambassade de France au Laos. Là, ça a été une découverte du monde de la diplomatie, qui sont deux univers qui cohabitent et qui travaillent ensemble de manière quasi permanente. Mais la diplomatie m'a un peu moins intéressé parce il y avait un côté très politique avec lequel j'avais peut-être une affinité un peu moins prononcée. Donc à l'issue de ce stage, je savais que j'avais envie de prolonger encore plus cette découverte de la coopération. Et c'est à ce moment-là que j'ai, comme beaucoup, découvert cette opportunité des VIA, donc l'opportunité de faire une mission de 1 an à 2 ans et d'avoir des responsabilités super intéressantes, de gagner en expérience assez rapidement. Et donc dès mon retour du Laos, où j'ai passé à peu près 8 mois, j'ai recherché une opportunité et me voilà au Bangladesh, à Dhaka. Comment on postule pour ce type de poste? Tu peux aller sur le site Business France, alors c'est Business France qui gère le site. Ils ont des offres à la fois pour les VIE, donc volontariat international en entreprise, et pour les VIA, volontariat international en administration. Sur le site, tu trouves toutes les offres de poste. Alors pour les VIE, tu as beaucoup plus d'offres de postes parce que toutes les entreprises peuvent proposer des VIE, etc. Donc tu en as beaucoup plus. Et les VIA, c'est un peu plus restreint. Donc tu as beaucoup plus de compétition, on va dire, pour obtenir ce poste. C'est un peu plus dur. Ça peut être un tremplin ensuite pour ensuite avoir un poste permanent dans le domaine de la coopération. Ça dépend l'objectif que tu te fixes. Si tu y vas en tant que VIE, après tu as l'opportunité de te faire engager de manière permanente pour telle ou telle entreprise, de prolonger ton expérience d'expatriation autant de temps que tu veux en fait. Et pour les VIA, en fait, comme tu travailles avec le secteur public, là après à ce moment-là, tu peux utiliser ça comme un tremplin pour passer les concours, intégrer le ministère des Affaires étrangères. Tu as pas mal de dispositifs d'ailleurs qui t'accompagnent un peu dans cette réflexion. Dès ton arrivée en poste, tu es suivi par une conseillère RH qui va t'accompagner dans la construction de ton projet post-VIA, qui va te proposer, qui va t'accompagner si jamais tu souhaites passer les concours du ministère et qui va, si jamais c'est pas forcément ton cas, va t'orienter vers des possibilités post-VIA pour essayer de faire en sorte de capitaliser un maximum sur l'expérience que tu as acquise durant ta mission à l'étranger. Et quel est ton projet? C'est encore en construction. J'avoue que du coup, la sécurité que permet le statut de fonctionnaire est plutôt intéressante. Et je sais que de toute manière, le secteur privé n'est pas nécessairement pour moi, donc je pense que je vais continuer à explorer le secteur public, soit en tant que fonctionnaire, soit en tant que contractuel. Comme je t'ai dit, la diplomatie, c'est peut-être pas forcément ce qui m'attire le plus, donc je suis pas certain de passer les concours du ministère des Affaires étrangères. Mais pourquoi pas essayer d'explorer le statut de fonctionnaire via d'autres
d'autres ministères et d'essayer de prolonger un peu la proximité que j'ai vis-à-vis de la culture. Mais sur le court terme, en tout cas, quand j'en aurais terminé avec le Bangladesh, en fait, j'aurais fait 4 ans d'expatriation. Quel bilan? Beaucoup de choses. Enfin, en fait, je pense que tu vois, si je m'adressais un peu au moi qui s'apprête à partir au Cambodge, c'est assez surprenant en fait de partir du Cambodge, qui est en soi un pays qui est assez facilement accessible et où tu as de plus en plus de jeunes qui y vont pour faire un stage, pour faire une expérience, travailler dans une ONG. Donc passer du Cambodge au Bangladesh, qui est un pays à l'extrême opposé en fait, qui attire très peu de touristes, qui a pas beaucoup de capital glamour, on va dire, dans l'imaginaire collectif. Et je pense que si je m'étais dit à mon moi d'il y a 5 ans que tu vas finir par avoir un poste au Bangladesh, une mission au Bangladesh pendant 2 ans, ça aurait été assez surprenant. Donc je suis assez content de l'évolution que ça a pris, des objectifs que je m'étais fixés et que j'ai réussi à remplir. Et maintenant, après, sur le bilan, très content de toute l'expérience que j'ai accumulée, du savoir, des rencontres aussi, des expériences, même en dehors du taf, hein, toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ma vie de tous les jours, c'est quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et par contre, en fait, revient toujours un peu ce côté l'instabilité de la vie de l'expatrié. Et alors, je sais que quand tu vas poser je crois qu'on en parlait tout à l'heure quand on était dans l'escalier, mais quand tu as 50 ans, que tu es déjà marié, que tu as déjà une vie affective, professionnelle suffisamment stable, d'une certaine manière, tu te poses pas les mêmes questions que si tu avais 25 ans et que tu commences à voir par exemple tes potes qui commencent à se marier, à avoir des gamins, et toi tu es au Bangladesh, à vivre une vie qui est instable comme tous les expatriés, en fait, tous les 2 ans, 2, 3, 4 ans, tu es parachuté sur un autre pays. Tu dois refaire ta vie, te refaire des amis, puis ensuite, au bout de 4 ans, faire le vide, le ménage, et puis tu repars sur un autre poste. C'est un rythme de vie qui est très instable. Et j'en discute assez souvent avec des collègues, des copains diplomates. Et tu prends par exemple, je crois que les chiffres au ministère, je crois que non, je me rappelle plus. Mais on va dire l'instabilité affective au niveau des amis, de la relation de couple par exemple. Et puis même au niveau des projets que tu veux construire, si jamais par exemple tu es attaché à un appartement, tu peux pas construire ton appartement comme tu veux, tu peux pas construire la relation avec tes amis comme tu veux. C'est très particulier, c'est un facteur que tu dois prendre en compte en plus du cadre de travail, du cadre de vie. C'est vraiment ce facteur instabilité qui est assez important. Au niveau sociabilisation, c'est plutôt avec d'autres Français, d'autres étrangers ou des locaux? Ça va dépendre du pays dans lequel tu es. Alors, je sais qu'au Cambodge, en Asie du Sud-Est, d'une manière générale, la communauté française, elle est hyper importante. Tu en as partout. Donc là, à ce moment-là, tu as le choix. Soit tu peux fréquenter strictement des Français, ou alors tu peux faire le choix. Moi, quand j'étais au Cambodge, j'avais fait le choix d'apprendre le khmer. Et j'avais vraiment trouvé une belle motivation là-dessus. Je m'étais plutôt pas mal chauffé. J'avais pu rencontrer pas mal de Cambodgiens et je passais pas mal de temps avec des potes cambodgiens. Là, au Bangladesh, c'est vrai que du coup, c'est un peu plus différent. La communauté est beaucoup plus restreinte. Donc, t'as pas le même confort, on va dire. Donc, d'une certaine manière, étant donné que la communauté est vraiment assez restreinte, si tu veux vraiment diversifier tes rencontres, tu dois un peu plus te forcer que si tu étais dans un pays qui est aussi touristique et aussi visité que le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam. Là, le Bangladesh, c'est très différent. D'autant plus que par exemple c'est un pays où tu n'as pas de bar, tu n'as pas de boîte de nuit, la vie sociale, tu dois reconstruire un peu toutes tes habitudes de vie sociale. Et voilà, donc c'est une expérience qui est assez différente.
Quels sont les avantages et les inconvénients de la vie au Bangladesh? Les avantages, c'est assez bon pour l'ego, mais de te dire d'une certaine manière que tu es dans un pays où en fait très très peu de personnes mettent les pieds. C'est un pays qui est, quand tu discutes avec tes potes, avec ta famille, etc., et que tu leur racontes un peu ton expérience, les gens ont vraiment une image qui est très très négative du Bangladesh, qui est à base de tremblements de terre, inondations, effondrement de bâtiments d'usines du textile, pauvreté partout, etc. Et il y a une partie qui est vraie, il y a une partie qui est très 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 exagérée. Et donc il y a un côté qui est vraiment incroyable de se dire qu'on découvre une expérience qui là vraiment pour le coup, je trouve, sort vraiment des sentiers battus dans un pays où c'est un défi de vivre ici parce qu'il y a cet aspect fourmilière humaine, la pollution atmosphérique qui en plus en hiver commence à être assez importante. C'est un défi... c'est vraiment un défi de tous les jours. Donc, il y a, pour l'ego, c'est assez, d'une certaine manière, assez gratifiant. Les opportunités de travail sont vraiment top, étant donné qu'il y a au final assez peu de personnes qui se pointent ici. Les opportunités de travail sont vraiment top, surtout pour les jeunes, je trouve. Alors, tu vois, par exemple, j'ai un de mes colocataires qui, lui, donc il travaille pour le secteur privé, il a le même âge que moi et il se retrouve l'équivalent de directeur pays de l'entreprise dans laquelle il travaille, vu que tu as très peu d'expatriés qui sont là. Moi, là, à l'ambassade dans laquelle je travaille, étant donné que l'ambassade est relativement petite, je suis en charge de la coopération culturelle, universitaire, scientifique et éducative. C'est quasiment l'équivalent d'un poste d'attaché culturel, alors qu'un vrai attaché culturel, normalement, c'est quelqu'un qui a au grand minimum une bonne dizaine d'expériences dans les réseaux du ministère des Affaires étrangères. Or là, moi, j'en ai quasiment zéro. Travailler dans un pays comme le Bangladesh et surtout dans des petites ambassades, des petites structures, ça te fait gagner en expérience et au niveau des responsabilités, de l'autonomie, étant donné que tu es dans une petite ambassade, l'équipe avec laquelle tu vas travailler est hyper agréable. Et ça, je sais que c'est valable pour l'ambassade, mais c'est valable aussi pour beaucoup des entreprises, pour l'Alliance française aussi, c'est le cas. Donc c'est un vrai plaisir. Et puis les inconvénients, je les ai déjà cités, c'est le Bangladesh, c'est un pays qui est très très intense. Donc tout ce qui est sortie en bar, en nightclub, ce genre de choses, tu peux oublier. Les lieux sociaux où tu vas créer de la vie sociale sont pas vraiment les mêmes qu'en France, donc du coup tu as toutes les habitudes à reconstruire. Ils sont comment? Tu as l'option club d'expatriés, qui est donc c'est une offre qui est vraiment très large. C'est un peu comme si chaque pays, chaque ambassade avait son club qui propose des activités, des soirées, des fêtes, du sport. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop parce que lorsque j'ai commencé à faire des soirées là, j'ai vu que c'était vraiment un gros entre-soi entre expats et qui te permet pas vraiment de sortir de ton microcosme et d'aller voir ailleurs et de faire des vraies rencontres. Moi, le job que je fais là m'a vraiment permis de faire des rencontres parce que, étant donné que je fais sur la coopération culturelle, universitaire, tous les jours, je vais travailler, je vais rencontrer des artistes, des étudiants, des scientifiques, des gens qui vont me donner une nouvelle image du Bangladesh que j'aurais pas forcément eu si j'avais pas fait cet effort d'aller voir à l'extérieur, d'aller voir ailleurs. Donc, tu as les options des clubs d'expats. Et puis après, sinon, c'est comme font tous les Bangladais, c'est aller boire un café dans la rue, les restaurants. Mais c'est pas du tout ce à quoi tu peux être habitué en France. Alors en plus, moi, je viens du Sud-Ouest, donc je suis plutôt du genre très fêtard. Les fêtes, les soirées se font pas du tout de la même manière. Et surtout, tu es dans un pays où l'offre culturelle elle est présente, mais elle n'est pas forcément soutenue par les fonds publics. Donc, tu as moins d'occasions de participer à des concerts, d'aller voir des films autant que tu le veux, d'aller au théâtre. En France, on a quand même la chance d'avoir une offre culturelle qui est absolument dingue et c'est un des trucs qui me manque pas mal ici. Une chose qui doit être bien plus compliquée qu'ailleurs, c'est par exemple avoir une copine. Ouais, je t'en ai déjà plus ou moins parlé lorsque je t'évoquais ce truc d'instabilité. Oui. Moi, on m'a dit, des locaux m'ont dit, ici, les girlfriends, c'est interdit. Ouais, mais c'est dans pas mal de pays, t'as ça. Le Bangladesh, le Bangladesh,
C'était un truc qui m'avait marqué quand j'étais après 10 mois passés à Dhaka. À un moment donné, j'ai eu une mission à Bangkok et je suis allé à Bangkok, qui est une ville que je commence à connaître un peu. Et quand j'ai débarqué dans les restaurants, ça m'a fait un choc de voir autant de couples faire des gestes mignons, le mec qui met une main sur les cuisses de sa copine, s'échanger un regard coquin, etc. Et au Bangladesh, tu as vraiment beaucoup moins ça parce que tu es dans une société qui est très conservatrice. Non, après tu peux avoir ta copine, mais c'est juste sur les lieux publics, tu vas pas t'afficher. Une copine locale? Moi? Non, enfin c'est comme tu veux, hein, tu veux en parler. Non, mais ça m'intéresse de savoir en fait s'il est possible d'avoir une copine locale. Oui. Ouais. Ah oui. Et c'est juste tu vas pas t'afficher. Alors après, pour te donner une anecdote, quand j'étais au Laos, c'était un truc qu'on lisait que j'avais lu sur les guides touristiques. Il te mettait que les relations sexuelles entre les expatriés et les jeunes filles laotiennes, ou je sais plus si c'était jeunes filles laotiennes ou laotiens en général, mais sont interdites en dehors du mariage. Donc c'est par la loi, d'accord. Exactement. Ouais. Alors après, je pense qu'ici aussi d'ailleurs. C'est possible qu'ici aussi. Mais après, dans les faits, je ne crois pas que ça ait déjà empêché qui que ce soit de faire des rencontres. Donc voilà. C'est possible qu'ici. Non, parce que tu disais qu'il n'y avait pas de bar, pas de boîte de nuit. C'est vrai que du coup, il n'y a pas de lieu de rencontre. Il n'y a pas de lieu de rencontre, mais donc du coup, tu fais avec. Et tu vois, quand je te disais que tu construis, tu as des nouvelles habitudes sociales qui se construisent, c'est que tu rencontres les gens d'une autre manière. Donc moi, par exemple, la plupart des potes bangla que je me fais, c'est via les événements culturels auxquels je participe dans le cadre de mon boulot, avec l'Alliance française, etc. Sont uniquement des hommes? Non, pas uniquement quand même. D'accord. Non, pas uniquement. Mais alors, il y a beaucoup d'hommes. Ça, mais ça, en Asie, d'une manière générale, il y a une surreprésentation masculine. C'est pas que le cas au Bangladesh. Donc, c'est pas que le cas au Bangladesh. Mais c'est vrai que au travail, les interlocuteurs qu'on a sont quand même très très souvent des mecs. Mais dans le milieu artistique et culturel, il y a quand même beaucoup d'artistes féminines qui ont des choses à dire et qui proposent beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des artistes avec lesquels moi je vais mener des projets sont bien plus souvent des femmes, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Dhaka, tu as des quartiers qui sont très gentrifiés. Le quartier dans lequel j'habite, par exemple, qui s'appelle Gulshan, est très, on va dire, gentrifié, embourgeoisé. Et les Banglas, en fait, sont très imprégnés de la culture occidentale, donc sont très modernes. Et tu peux manger avec tu peux interagir, on va dire, avec la même fréquence et de la même manière avec les hommes comme avec les femmes. Mais après, c'est vrai que quand tu vas aller taper aux portes des communautés, des quartiers un peu plus traditionnels, c'est vrai que le rôle de la femme est vraiment un peu plus réduit, mis à l'écart. Et ça passe par le manger, ça passe par le travail, ça passe par beaucoup d'aspects. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui souhaiteraient s'expatrier, notamment au Bangladesh? De foncer, parce que c'est une opportunité géniale de découvrir un pays que tu n'as vraiment jamais pour le coup l'occasion de découvrir. Très intense. Si la personne est à la recherche de challenges, de défis pour essayer de se sortir encore plus de sa zone de confort. Je sais que le Cambodge et le Laos, ça peut déjà être le cas, mais le Bangladesh, on pousse les curseurs vraiment beaucoup plus haut. Et après, un conseil que je donne de manière générale, mais pas seulement aux expatriés, mais également aux backpackers, aux gens qui ont soif d'expérience, c'est de dire oui aux opportunités, aux rencontres. Quand on te propose de venir manger, de venir déjeuner, ce genre de choses, de dire oui en fait, de sourire, d'accepter la proposition et d'accepter que l'expérience vienne à toi. Même si il est tout à fait possible que l'expérience se révèle décevante, mais c'est toujours bien d'engranger cette expérience et de continuer à apprendre, à rencontrer des personnes. Le conseil que je donnerais, c'est de dire oui à tout, sauf si ton instinct te dit que là, il y a un danger pour toi, ta santé mentale, et là, c'est tout à fait normal de dire non. Mais dire oui au plus d'expériences possibles et d'accepter de rencontrer des gens. Et entre ce désir de découverte et l'envie de davantage de stabilité, qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir? Pour l'avenir, moi, je pense que une fois que j'aurai terminé avec le Bangladesh, moi, je vais rentrer en France.
et à me poser un peu parce que faire un VIA, une mission au Bangladesh de 2 ans, c'était l'objectif que je m'étais fixé à mon arrivée au Cambodge quand j'ai découvert ce système des VIA. Donc là, en fait, quand j'aurais terminé avec le Bangladesh, j'aurais terminé mon premier objectif long terme que je m'étais fixé. Et donc là, il va falloir que je m'en trouve un nouveau. Donc je pense que je vais revenir en France et surtout essayer de bien reconnecter avec mon pays, avec mes amis, ma région, à laquelle je suis très très attaché, et surtout essayer de prendre un peu du recul sur l'expérience d'expatriation. Quand j'étais au Cambodge et au Laos, j'ai vite vu que l'expatriation, ça pouvait, il y avait ce risque de rentrer dans la facilité permanente. Et il y a beaucoup d'expats en fait que j'ai rencontrés qui donnaient cette impression d'être en vacances permanentes. C'est notamment dans les pays en Asie du Sud-Est où il y a une facilité. Et tout le monde en rêve, non? Pardon? Tout le monde en rêve. Ouais, tout le monde en rêve et tout le monde en rêve et tout le monde veut y toucher. Mais donc du coup, il y a l'expatriation a aussi cette vertu somnifère de t'endormir un peu sur tes lauriers, de te faire oublier, parfois tes valeurs, te faire oublier tes objectifs, et tu t'endors un peu dans cette facilité ambiante et tu oublies certains aspects importants. Et donc du coup, moi j'aimerais. Comme par exemple? Moi, je te donne par exemple, moi, Ouais. sur l'expérience que j'ai ressentie, moi je suis quelqu'un d'assez engagé, avec un certain engagement militant, politique. Et je sais par exemple, tu vois, quand j'étais au Cambodge, et même au Laos, j'ai vécu pas mal d'événements politiques majeurs du pays. Je pense par exemple à la mort de Naël, je pense à la réforme des retraites, je pense lorsque le Rassemblement national a passé et est arrivé en tête des élections européennes. Moi, c'est tous ces trucs-là que j'ai vécu un peu par procuration parce que j'étais au Cambodge et au Laos et que la seule manière que j'avais de vivre ça, c'était via les réseaux sociaux ou le journal que je lisais le matin. Mmh. Donc, tu as un peu cet effet de déconnexion et surtout, en fait, vu que tu vis dans la facilité, tu as tendance à te déconnecter de pas mal de valeurs qui, pour moi, sont très, très importantes, notamment, par exemple, l'écologie. Depuis que je vis je vis des expériences d'expatriation dans les pays du Sud, je dis très souvent, l'écologie, c'est un problème de riches. Parce que quand tu vis dans des pays comme ça, où forcément l'écologie n'est pas la priorité parce qu'ils ont des problèmes beaucoup plus importants au niveau social, au niveau politique, c'est pas la priorité. Mais j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas non plus que je m'endorme et d'oublier ces valeurs-là qui sont tout aussi importantes. Et donc moi, en fait, après mes 4 ans d'expérience à l'étranger, j'aimerais rentrer en France pour prendre du recul et me poser la question, est-ce que tu es prêt à continuer à mener cette vie-là? Je pense que l'expatriation est une expérience géniale en termes de rencontres, d'expériences, mais il faut garder les yeux ouverts, quoi. Faut garder les yeux ouverts sur le fait que tout n'est pas tout rose. Tout n'est pas tout rose sur l'expatriation. Qu'est-ce qui pose problème sur l'expatriation? Sur ce que je te racontais, sur l'endormissement, la déconnexion avec des problèmes sociétaux. De France? Pardon? Les problèmes sociétaux français? En France ou même ailleurs. Ou même ailleurs. Enfin, quand tu vis dans un pays, alors c'est particulièrement le cas au Bangladesh, mais même aussi au Cambodge, à Vientiane, les pays en développement, un des facteurs qui va définir un pays en développement, c'est le très fort taux d'inégalité. Mmh. C'est-à-dire qu'en France, nous, on a classe aisée, classe moyenne, qui est la classe moyenne très importante, et la classe pauvre. Et en fait, dans les pays en développement, surtout au Bangladesh, tu as les classes qui sont très 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 aisées, et ensuite tu as les classes pauvres. Tu as la classe d'en dessous et au Bangladesh, tu vois, on vit au Bangladesh, mais c'était le cas aussi à Phnom Penh. Tu vis dans une bulle complète. Si tu restes quand j'étais au Cambodge, si j'étais resté à Phnom Penh, j'aurais vécu dans une bulle de facilité et de richesse où je peux payer ma bière 1 euro tous les soirs au bar. Je peux me payer un restaurant gastronomique hyper sympa pour vraiment pas cher du tout. Je peux prendre des billets d'avion pas cher du tout pour voyager, etc., sans me préoccuper de mon bilan carbone. Je peux
je sais pas, faire tout un tas de trucs, tout est hyper accessible, tu peux te payer toutes les activités que tu veux, ton pouvoir d'achat explose. Donc du coup, tu peux te mettre à faire plein de choses. Parce que toi, tu viens avec un salaire français. Exactement. Ouais, c'est exactement. Ça. Et c'est un des aspects, quand tu es en Asie du Sud-Est, mais aussi quand tu es en Asie du Sud, au Bangladesh, tu as marqué roi du pétrole sur le front. Et c'est aussi un des aspects de l'expatriation, c'est que tu auras toujours cette étiquette marquée sur le front qui impactera aussi ta relation avec les locaux. Faut peut-être changer de destination, aller s'expatrier à Singapour par exemple. Ouais, ça peut être une option. Là, tu feras partie des pauvres. Ouais, mais par exemple, et puis, mais il y a aussi. Moi, c'est parce que j'ai eu un focus sur les. Peut-être pas parce que j'imagine que l'État ajuste les rémunérations des expats en fonction du coût de la vie. Oui, c'est certain. Ouais. Mais après, moi aussi, j'ai voulu faire mon expérience d'expatriation justement parce que j'avais cet intérêt pour aller travailler dans le développement, dans la coopération internationale. Donc, il fallait que j'aille dans des pays où il y avait ces problématiques-là. À Singapour, c'est moins le cas. Je sais que j'ai des copains aussi qui font des expériences d'expatriation aussi dans des pays occidentaux, aux États-Unis, en Allemagne, en Europe. C'est pas des pays à moustiques, comme on l'entend dire. L'expérience n'est pas du tout la même. Donc, ils auront une vision, une approche de l'expatriation qui est hyper différente de la mienne. Et du coup, toi, ça t'a un peu gêné le fait d'être confronté à ces différences sociales importantes, en fait? Il y a une partie qui m'a gêné, il y a une partie qui m'a beaucoup intéressé. Au Bangladesh, j'ai vu des choses que je n'aurais jamais vues ailleurs, en termes de pauvreté. J'avais jamais visité un bidonville, tu vois. Maintenant, c'est chose faite. Et je suis heureux maintenant de voir ce que c'est, de connaître la réalité de ces pays-là, de ces gens-là. Et donc, je suis heureux d'avoir été exposé à ces expériences. Non pas que l'expérience est agréable, mais c'est une expérience. Tu vois, on en revient à ce que je te disais, de dire oui le plus souvent possible pour découvrir le plus de choses possibles, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Sinon, tu décris la vie au Cambodge et au Laos comme idyllique. Est-ce que c'est vraiment le cas? Tu le conseillerais? Ouais, c'est super. À Phnom Penh, c'est vraiment sympa. La ville est à taille humaine. Les Cambodgiens sont les personnes les plus adorables au monde. Phnom Penh est une ville où le seul défaut à Phnom Penh, c'est qu'il manque pas mal d'espace vert. Donc ça, c'est juste un petit truc. Et Vientiane, c'est une ville que j'ai beaucoup appréciée. Alors moi, j'ai une proximité avec la campagne, avec le calme, etc. Et en fait, Vientiane, au Laos, c'est une très petite capitale, très calme, très simple. Certains diront qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, pas beaucoup de choses à y faire. Moi, j'ai trouvé que tu connectais super bien avec les gens, tout le monde se connaît et tu peux faire des activités géniales, des randos pas très bien de Vientiane, absolument top. Non, Vientiane et Phnom Penh, tu as des facilités sur absolument tout. Quoi. Et merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. C'est super intéressant comme projet.